Bonjour, c'est la première partie de la 11e séance du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'Université de Batna. Dans cette séance, on est concerné par la théorie d'échantillonnage. Donc la théorie d'échantillonnage englobe les méthodes de sélection d'un échantillon à partir d'une population statistique. Les méthodes d'échantillonnage qui nous intéressent dans ce cours sont les méthodes dites probabilistes. Dans ces méthodes probabilistes, les valeurs des paramètres calculés sur l'échantillon peuvent être considérées comme des estimations des mêmes paramètres de la population. La précision de ces estimations est quantifiée en utilisant la théorie des probabilités. Les techniques de passage de l'échantillon à la population mère s'appellent, comme on l'avait déjà mentionné au début de ce cours, les statistiques inférentielles. Il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage, mais on estime que la méthode de l'échantillonnage aléatoire la plus adéquate pour les statistiques inférentielles est la méthode suivante, appelée échantillonnage aléatoire simple. Donc, le principe de ce genre d'échantillonnage est le suivant. Chaque individu de la population a les mêmes chances d'appartenir à l'échantillon. Dans ce genre d'échantillonnage, on utilise des ordinateurs ou des machines générant des nombres aléatoires pour former l'échantillon. C'est généralement ce genre d'échantillonnage qui est utilisé dans les statistiques inférentielles. Il y a également d'autres méthodes d'échantillonnage. On cite ici deux genres d'échantillonnage. L'échantillonnage par échantillon stratifié, utilisé dans le cas où la population est formée de groupes homogènes, et l'échantillonnage par échantillon en grappe, utilisé dans le cas où la population est formée de groupes non homogènes. Dans ce cas, des groupes entiers peuvent appartenir à l'échantillon. Variable aléatoire moyenne arithmétique. Donc, cette variable aléatoire moyenne arithmétique est utilisée pour estimer la moyenne de la population mère. On commence par les définitions de base. Donc, la première définition, on appelle échantillon aléatoire de taille n, ou n échantillon, une suite de n variables aléatoires, x1, x2 jusqu'à xn, indépendantes et de même loi. Cette loi est appelée la loi mère de l'échantillon. Deuxième définition, on appelle statistique H liée à un n échantillon x1, x2 jusqu'à xn, une variable aléatoire hn, fonction des n variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn. Troisième définition, on appelle moyenne de l'échantillon ou moyenne empirique la statistique notée xn bar, c'est-à-dire la variable aléatoire notée xn bar, est définie par xn bar, c'est la somme des x et y variant de 1 jusqu'à n divisé par n. Autre définition, on appelle variance empirique la statistique notée Sn tilde carré, définie par cette formule. On appelle variance de l'échantillon la statistique notée Sn carré, est définie par cette expression. Pour illustrer ces notions, on considère un exemple simple lié à l'expérience du jet d'une pièce de monnaie. Donc, on considère la variable aléatoire x définie par l'expérience du jet d'une pièce de monnaie. Les deux valeurs possibles de x sont pile ou face
l'une codée par 1 et l'autre codée par 0. La loi de x est donnée par la probabilité de x égale à 0, c'est égal à la probabilité de x égale à 1, c'est égal à 1 demi. Bien sûr, cette variable, dans notre exemple, la variable x a deux valeurs, 0 et 1. Et la probabilité de chaque valeur est égale à 1 demi. Considérons l'échantillon aléatoire de taille 2 lié à x, ou de x. Donc la loi de probabilité de l'échantillon produit x1 fois x2 est donnée par le tableau suivant. Voilà donc les valeurs du produit x1 x2 sont les quatre valeurs 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et ces quatre valeurs ont la même probabilité de sortir. Ce sont des événements élémentaires. Donc ici, c'est un espace équiprobable. Okay? Et la probabilité de chaque élément de cet espace fondamental est égale à 1 quart. On note bien que la variable aléatoire moyenne arithmétique x2 bar est définie sur l'ensemble fondamental x1 fois x2, dont la loi de probabilité est définie par ce tableau. Donc ici, on a un espace fondamental équiprobable fini. Donc, pour calculer l'espérance de x2 bar et la variance de x2 bar, on utilise la définition de l'espérance et de la variance des variables aléatoires finies. Donc, on a x2 bar défini par cette expression. On utilise un tableau de définition de la loi de cette variable, le tableau suivant. Voilà donc, x2 bar donc, a trois valeurs, 0, 1 demi et 1. La probabilité de 0, c'est 1 quart, parce qu'il y a un seul élément de l'ensemble fondamental qui nous donne 0. C'est l'élément 0, 0. La probabilité de 1 demi est égale à 1 demi, parce qu'il y a deux éléments de l'ensemble fondamental x1, x2 qui donnent la moyenne 1 demi. C'est l'élément 0, 1 et l'élément 1, 0. Et la probabilité de 1, c'est 1 quart, parce qu'il y a un seul élément qui donne 1 quart. C'est l'élément 1, 1. 1 plus 1 divisé par 2 est égal à 1. Donc x2 ici, x2 bar, la moyenne arithmétique de l'échantillon de taille 2, donc est une variable aléatoire finie. Pour calculer l'espérance, on utilise la définition de l'espérance d'une variable aléatoire finie. Donc, l'espérance, c'est la somme de PI x. Voilà, donc, la multiplication. Voilà. Et l'espérance, c'est la somme, donc l'espérance de x2 bar, c'est 1 demi. De même pour la variance. Pour calculer la variance, on aura besoin des produits PI x et carré. Voilà, l'espérance, c'est 1 demi. Et la variance, bien sûr, c'est cette somme moins le carré de l'espérance, donc c'est 3 huitièmes moins 1 quart, donc c'est 1 huitième. Par le même procédé, on peut calculer l'espérance de S2 carré. Donc, l'espérance de S2 carré, donc, est définie par cette expression. Ok. Donc, pour calculer l'espérance, on calcule les valeurs de cette variable aléatoire et les probabilités de chaque valeur. Donc, que ça, bien sûr, c'est une variable finie. On utilise la définition comme pour x de bar, l'espérance, la définition de l'espérance. Voilà, donc pour calculer S2 carré, on calcule d'abord x, les valeurs de x1 moins x2 bar carré, et les valeurs de x2 moins x2 bar carré. Voilà. Ensuite, on calcule S2, qui est la somme de ces deux. Donc, voilà, donc c'est 0, 1 demi, 1 demi, 0.
Et la probabilité, donc S2 carré, a deux valeurs possibles, 0 et 1 demi. Okay. La probabilité de 0, c'est 1 demi, puisqu'il y a deux couples qui nous donnent la valeur 0. Et la probabilité de 1 demi, également, c'est 1 demi. On calcule également les valeurs de S2 tilde carré, qui est égal à la somme divisée par 2. Lorsqu'on calcule, donc, après avoir calculé les lois de S2 carré et les lois de S2 tilde carré, on peut calculer les espérances de ces deux variables aléatoires, appelées statistiques. Voilà, donc, pour S2 carré, la probabilité de 0, c'est 1 demi. La probabilité de 1 demi, c'est 1 demi. Donc, la somme, c'est 1 quart. Et la somme, c'est l'espérance. Voilà. Donc, l'espérance de S2 carré, c'est égal à 1 quart. De même, pour S2 tilde carré. La valeur 0, sa probabilité, c'est 1 demi. La valeur 1 quart, sa probabilité est 1 demi. Donc, l'espérance, c'est la somme. C'est la somme des produits. PI, XC. On trouve 1 huitième. L'espérance de S2 tilde carré, c'est 1 huitième. Voilà. Donc, on remarque à travers l'exemple précédent que pour n est égal à 2, on a fait les calculs, on a trouvé que l'espérance de x2 bar de la moyenne x2 bar de l'échantillon de taille 2 est égal à l'espérance 1 demi de la loi mère. On remarque que la variance de x2 bar est égale à la variance de la population, ici est égal à 1 quart, divisé par la taille 1 divisé par 2, on trouve 1 huitième. Troisième remarque, on trouve que l'espérance de Sn carré de la variance de l'échantillon, S de la variance, donc la variance S de carré de l'échantillon de taille 2 est égale à la variance de la population mère. Ici, c'est 1 quart. Mais l'espérance de S2 tilde carré est égale à la variance. C'est égal à la variance de la population, ici 1 quart, divisé par, ou bien multiplié par n moins 1 sur 1, c'est-à-dire 2 moins 1 sur 2. Donc c'est 1 demi. Donc c'est multiplié par 1 demi. Okay, donc, les relations qu'on a vérifiées dans le cas particulier de notre exemple sont valables dans le cas général et quelle que soit la taille de l'échantillon. On résume ces propriétés dans la proposition suivante qu'on accepte sans démonstration. Donc la première remarque, donc le premier résultat, c'est que l'espérance de xn bar, quelle que soit la taille de l'échantillon, quelle que soit n, est égale à mu, c'est égal à l'espérance de la population. Et la variance de xn bar, c'est la variance de la population divisée par n. L'espérance de Sn tilde carré, c'est la variance de la population, c'est sigma carré, multiplié par n moins 1 sur 1. Mais l'espérance de S1 carré, c'est égal à la variance de la population. Voilà. On passe maintenant à la loi de probabilité de la moyenne arithmétique. Donc, on a vu que la moyenne arithmétique, xn bar, est une variable aléatoire sur l'échantillon de taille n, sur le produit n1 fois n2 fois jusqu'à n. Cette proposition est très importante. Qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition? Elle dit que si la loi de la loi mère, x, est une loi normale, alors il en est de même de la loi de la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique x1 bar est une variable normale, n mu
sigma carré sur n. Donc, c'est une variable aléatoire normale de moyenne mu et de variance. Sa variance est égale à la variance de la population mère divisée par la taille de l'échantillon. Bien sûr, à partir de ce résultat, on soustrait mu et en divisant par l'écart type sigma sur racine de n, alors on obtient que cette variable aléatoire est une variable normale réduite centrée. Cette propriété de la moyenne reste valable à peu près pour n, même si la loi mère n'est pas normale. La loi de la moyenne arithmétique est normale pour des tailles assez grandes de l'échantillon. Donc ça, c'est le théorème central limite qui généralise donc le résultat qui nous dit que la loi de probabilité de la moyenne arithmétique est normale. Cette propriété reste valable pour des tailles assez grandes. Ça, le résultat de ce résultat s'appelle le théorème central limite. La formulation du théorème. Donc, si la taille n de l'échantillon est assez grande, alors la loi de probabilité de la moyenne arithmétique réduite centrée est presque identique à la loi normale réduite centrée. On exprime ce résultat par cette expression. Donc, xn bar moins mu, c'est sigma c'est racine de n, est géré par la loi normale réduite centrée à peu près. Donc, en pratique, on accepte que cette variable est une variable normale réduite centrée. Donc, en pratique, pour n supérieur ou égal à 30, on accepte que cette variable est une variable normale réduite centrée. Donc, dans cette remarque, on mentionne l'importance du théorème central limite. On donne deux exemples de l'application de la proposition. Un exemple concerne le cas où x est une variable normale, c'est-à-dire dans cet exemple, on n'a pas besoin d'utiliser le théorème central limite. Et dans le deuxième exemple, on considère un exemple où la taille de l'échantillon est supérieure à 30. Cela nous permettra de dire que la loi de la moyenne arithmétique est normale. Donc, on commence par le premier exemple. Voilà donc dans une ville, la glycémie X d'une population est distribuée selon une loi normale. Voilà. Donc, si X est distribué selon une loi normale, on n'a pas besoin de considérer de grands échantillons. Donc, la proposition s'applique même dans le cas de petits échantillons. Voilà, donc, trouver le nombre positif H tel que la probabilité de la moyenne arithmétique de l'échantillon de taille 10 moins mu, qui est la moyenne de la population, 1,5, supérieur ou égal à H, soit 0,05. Donc, on suppose que cette probabilité est égale à 0,08 et on cherche H. Solution. Donc, dans la solution, il suffit de diviser cette quantité par l'écart type sur racine de 1 pour dire que cette variable, c'est z. C'est la loi normale réduite centrée. Donc, ça nous permet d'utiliser la table de l'écart réduit pour chercher z indice 0,05. Donc, dans ce cas, z bar, plutôt pour chercher z bar, indice 0,05. Donc, ici, alpha c'est égal à 0,05 et on cherche z bar alpha. Z bar alpha, donc la valeur est égale à h divisé par 0,4 divisé par racine de 10. Donc, la table 2 nous donne que z bar indice 0,05 c'est égal à 1,96. Donc, ce nombre doit être égal à 1,96, d'où on tire h en multipliant par cette quantité. On trouve que h
est égal à 1,96 multiplié par 0,4 divisé par racine de 10 qui est égal à 0,248. Deuxième exemple, dans cet exemple, la loi de x n'est pas supposée normale. Donc, pour pouvoir appliquer la proposition et dire que la loi de la moyenne est normale, on doit appliquer le théorème central limite. Donc ici, soit x est une variable aléatoire quelconque de moyenne m est égal à 90 et de variance 4, calculer h tel que la probabilité de la moyenne de l'échantillon, la moyenne de l'échantillon de taille 100, moins 90, 90 sur 1000, donc c'est la moyenne de la population, est inférieure ou égale à h, soit est égal à 0,95. Ici, puisqu'on a l'inégalité inférieure ou égale, on utilise le complémentaire pour passer à l'inégalité supérieure ou égale pour utiliser la table 2. Donc, solution. Donc, la probabilité que ça supérieur ou égal à h, c'est le complémentaire de cet événement. Donc, la probabilité, c'est 1 moins 0,95 qui est 0,05. Donc, ensuite, on divise par sigma, c'est la racine de 1. Puisque sigma carré est égal à 4, donc sigma, c'est 2, la racine de 2. Donc, et on utilise la proposition, la deuxième proposition, pour dire que cette variable est une variable normale réduite simple. Donc, on peut remplacer ça par z. Donc, on aura la probabilité de la valeur absolue de z est supérieure ou égale à ce nombre, cette probabilité est égale à 0,05. Donc, ce nombre doit être égal à z bar indice 0,05. C'est-à-dire, et en utilisant la table 2 de l'écart réduit de la loi normale, on a bien sûr z bar indice 0,05, c'est égal à 1,96. Donc, voilà. Donc, ce nombre est égal à 1,96, d'où on tire h est égal à 0,382. Donc, voilà. Donc, c'est la table 2. Donc, alpha, c'est 0,05. Donc, ça, c'est toujours la colonne contient la partie décimale et la ligne contient la partie centième. Donc, si on considère une probabilité, alors on prend la somme, la partie décimale plus la partie centième. Donc, alpha ici, c'est 0,05. Alors, z bar, on le trouve dans la cellule intersection de la ligne et de la colonne. Donc, c'est 1,96. Oui. Théorie de l'estimation. On s'arrête là et on continuera la séance prochaine. Merci de votre écoute.